Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Voilà. Bonjour Adrien. Bonjour Sipaï. Qui es-tu ? Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis médecin de santé publique. Je suis épidémiologiste, je fais des statistiques. Parce que j'ai des problèmes dans ma vie. Mais tu fais tes maths et t'es médecin ? Je fais pas vraiment des maths, sinon je vais me faire engueuler par les gens qui font des vraies maths. Je fais des statistiques, qui est l'art de présenter des données. Ok. Donc je fais de la recherche. Est-ce que t'es data analyst ? C'est un terme qu'on pourrait utiliser, je pense, que j'ai jamais utilisé, parce qu'il est plus trop à la mode, mais oui. Est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait pu dire que t'étais data analyst dans le domaine de la santé ? Ouais, on aurait peut-être pu dire ça. Mais vu que je suis médecin, en fait, en régional, on dit que je suis médecin parce que c'est plus prestigieux. Et les data analysts, on les paye moins. Voilà, fondamentalement, c'est un peu comme ça que ça marche. Tu sais que c'est enregistré et diffusé ? Tout à fait. D'accord. J'espère que tu gagnes bien ta vie, en tout cas. J'espère pour toi, après cette déclaration. Tout à fait. Écoute, mis à part Trump, tout va bien. Ah oui, parce que donc, en ce moment, tu travailles pour un laboratoire aux États-Unis. Tout à fait. Je travaille ou travaillais, on ne sait pas exactement encore avec l'arrivée du camarade Trump qui coupe les financements. Ouais. Mais je travaillais pour l'université Emory à Atlanta, qui travaille sur le VIH. Sachant que cet épisode devrait être diffusé pas avant le mois de juin 2025, donc d'ici la diffusion, on pourra mettre un petit disclaimer dans la description pour savoir si tu es encore en poste ou pas. Tout à fait. Si tu as encore un travail ou Tout à pas. fait une possibilité. Parce que actuellement, donc si tu travailles dans le domaine de la santé publique, mais tu travailles pour un laboratoire américain aux États-Unis, tu travailles pour la santé de qui ? Alors, dans mon domaine, on travaille un peu toujours pour la santé de tout le monde. Et ça, c'est c'est beau. C'est le principe de la santé. Et c'est ce qui a souvent été oublié, notamment pendant le Covid, que quand on parle d'épidémie, donc là du VIH, mais de n'importe quelle maladie infectieuse, on travaille toujours pour la santé de tout le monde. C'est un peu l'analogie des rats. Il y a des rats dans un immeuble. On peut traiter son appartement. Si les voisins ne traitent pas leur appartement, il y a toujours des rats dans son immeuble et il y aura toujours des rats dans notre appartement. Donc la santé sur les maladies infectieuses se voit toujours d'un point de vue global, parce que sinon, en fait, juste on retarde le problème et ça ne sert pas à grand-chose. Donc moi, je travaille avec les États-Unis sur des patients américains pour parfois des problématiques spécifiques américaines, notamment les questions d'accès aux soins qui sont très différentes de celles qu'on a en France. Mais malgré tout, l'épidémie américaine a une influence sur l'épidémie française. Les connaissances qu'on crée sur la population américaine ont une influence sur ce qu'on peut faire en France. Et donc, dans ton travail, si on parle on va dire du cycle de vie de tes travaux, quand admettons, tu arrives sur un nouveau projet de recherche, comment ça se passe ? C'est d'abord, tu rencontres les gens, je suppose ? Alors, plus ou moins. En général, sur un projet de recherche ou mon travail en particulier sur un projet de recherche ? Ouais. Tu parles plutôt de l'anatomie d'un projet de recherche ou mon rôle dans un projet de recherche ? Ton rôle, parce que si on parle de tout le projet de recherche, je pense que ça peut durer très longtemps. Tout à fait. Alors moi, mon rôle dans un projet de recherche, ma formation, c'est méthodologiste. C'est-à-dire que c'est pas moi qui pose la question. Quand on fait de la recherche, l'idée initiale est toujours simple. On se pose une question et on veut y répondre. Par exemple, la question c'est comment on fait pour que l'épidémie de Covid s'arrête ? Ça, c'est la question. Donc, on se dit super, on va essayer de trouver des solutions pour le Covid. Le problème, c'est que cette question, on peut pas y répondre. C'est pas une question qui est claire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut, si on détruit la planète Terre, il n'y a plus d'épidémie de Covid. C'est probablement pas ça la réponse qu'on cherche. Ah bon ? Voilà, ça semble fou, mais pourtant c'est pas ça. D'accord. Et moi, mon rôle de méthodologiste, c'est d'aider le chercheur qui se pose la question, ou même le politique qui se pose la question de comment on fait pour endiguer l'épidémie de Covid, pour formuler la question de manière plus précise. Par exemple, ça peut être, on veut endiguer l'épidémie de Covid avec le moins de morts possible. On veut endiguer l'épidémie de Covid avec le moins de coûts possible. Selon ce qu'on veut maximiser, on va y répondre de manière différente.
Je précise ça dans ce cas-là parce que par exemple on peut voir en Angleterre où Boris Johnson avait dit nous notre solution c'est on va laisser plein de gens mourir et on a une immunité naturelle qui va se développer. C'était un parti pris. C'était un parti pris qui d'un point de vue purement logique fonctionne. C'est en effet si on laisse l'épidémie toute seule, il y a un équilibre qui se crée, les gens deviennent résistants ou meurent. C'est ce qui s'est passé avec le choléra. Bon, on admet que c'est pas forcément la meilleure solution. Mais ça, c'est une autre question, c'est une question éthique. Il y a d'autres gens qui vont dire, bah tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de développer un médicament pour faire en sorte que les gens ne soient pas malades, ou ne soient pas morts quand ils sont malades. Ça, c'est la première phase. Pendant la phase aiguë, on a notamment à Reims une belle étude qui avait été montée sur l'utilisation des corticoïdes sur les patients en réanimation. Alors c'est un peu technique, mais c'est un médicament qui permet de réduire l'inflammation, et initialement, quand ça a été proposé, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est ridicule, les gens vont mourir parce que c'est une maladie infectieuse, réduire l'inflammation, ça permet à l'infection de continuer plus fort, ils vont mourir. En fait, pas du tout, ça marchait très bien, pour plein de raisons complexes. Et donc ça, c'était la première phase. Les gens arrivent, ils sont très malades, on les met en réanimation, on leur donne un traitement pour leur faire passer le cap. Mais après, ils peuvent quand même redevenir malades. Il y a plein de gens qui ont été infectés 6 ou 7 fois par le Covid. Et derrière, la question, c'est comment on fait pour que les gens arrêtent d'être infectés. Et c'est là qu'on va arriver sur les vaccins, par exemple. D'accord, parce que si je comprends, il y a le fait de soigner, traiter les personnes qui sont malades à un instant T. Ouais. Et après, il y a la question de l'épidémie elle-même. C'est ça. Donc la diffusion, si tu retombes malade, tu peux rediffuser encore, etc. Et donc dans mon travail, je vais toujours essayer de poser la question correctement de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à soigner un individu pour qu'il arrête d'être malade et qu'il aille mieux? Est-ce qu'on cherche à soigner la population? Sur le VIH, c'est une question qui se pose très directement parce que actuellement en France, toute personne infectée par le VIH est traitée automatiquement. On lui donne un traitement, c'est gratuit, à vie, et un aspects très positifs de ça, c'est que une fois qu'on est traité pour le VIH, quand on prend son traitement correctement, on ne peut plus transmettre le VIH. On peut avoir des rapports sexuels non protégés qui ne transmettent pas le VIH à condition de prendre le traitement correctement. Donc il y a un effet à la fois sur l'individu parce qu'il est plus malade du VIH, il a la maladie mais il n'y a plus de symptômes parce qu'il est traité correctement, et il y a un effet sur la population qui se passe aussi parce qu'il ne peut plus se transmettre. Mais aux États-Unis, à l'heure du 31 mars 2025, c'est pas comme ça. Non, c'est un peu plus compliqué. Et après, ça dépend où aux États-Unis, parce que selon les États-Unis, comme leur nom l'indique, ce sont des États unis qui fonctionnent différemment. Moi, j'ai travaillé avec Atlanta, qui est un État conservateur républicain, où la politique, c'est relativement, on laisse les gens se démerder tout seuls. C'est-à-dire que si on a le VIH, il faut se démerder pour que son assurance paye, ou trouver une association, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont pas traités. Dans des villes comme San Francisco, qui ont une grosse culture autour de ça, malgré Trump, en fait, la plupart des gens sont traités. Il y a des politiques au niveau de la ville qui sont là pour aider les gens, il y a des associations, il y a énormément de choses qui se passent. Mais non, aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une grande diversité de pratiques, et dans l'ensemble, ça se passe pas très bien. Donc finalement, toi, tes recherches autour du VIH, finalement, prennent en compte ce genre de contexte? Tout à fait. Surtout que pour le VIH, on a un traitement. Il marche. On sait comment faire. En France, par exemple, la stratégie de traiter tout le monde, ça marche très bien. Aux États-Unis, ils ont décidé de ne pas faire ça, parce que eux, ce qu'ils veulent maximiser, c'est deux choses. Le coût financier, d'une part, et aussi une vision idéologique, de se dire, la santé est un problème individuel que les gens doivent gérer tout seuls. Ce qui est un peu l'antithèse de mon métier, comme je l'ai dit au début, où mon métier, c'est de reconnaître que la santé est le problème de tout le monde à la fois, et qu'on ne se soigne pas juste soi-même. Si on laisse les autres avec une santé pourrave, la sienne va en pâtir aussi. Comme les rats. Exactement, comme les rats. Ok. Alors, ma question suivante va porter plus concrètement sur ton travail dans tout ça. Ouais. Parce que là, finalement, on a parlé un peu du contexte de à quoi sert la santé publique. Ouais, mais aussi ma position. Parce que moi, ma position, c'est du coup, quand les gens viennent me voir avec une question, de dire qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que vous cherchez à montrer que tel médicament soigne telle maladie? Est-ce que vous voulez montrer que tel médicament améliore la santé de la population? Est-ce que vous voulez montrer que ce médicament coûte moins cher que tel autre médicament à bénéfice égal? Mais ta question, elle est biaisée, toutes ces questions-là déjà. Elles sont pas biaisées, c'est une question. La question, elle est jamais biaisée. La réponse peut l'être. D'accord. La question, c'est une question, mais par contre, il faut la comprendre. C'est-à-dire qu'une question, elle dit quelque chose en particulier. Il y a un biais dans le sens où, oui, c'est orienté plus que biaisé. Biaisé, ça voudrait dire qu'il y a une erreur. Une question, elle n'a pas d'erreur. Une question, c'est juste une question. Parfois, la question qu'on pose n'est pas celle qu'on aimerait poser, mais une question bien posée ne répond juste pas toujours à la question que d'autres gens se posent.
C'est-à-dire que moi, si je fais une étude qui montre que tel nouveau traitement améliore la santé de la population, mais que je m'intéresse pas à un point de vue individuel, des gens pourront me dire, mais est-ce que c'est mieux pour un individu? J'en sais rien. Et dans ton domaine, est-ce qu'on a plus des questions ouvertes, fermées ou... Alors, c'est compliqué à répondre, mais en fait, tout le monde a des questions ouvertes. Alors, en règle générale, dans le processus de recherche, les questions initiales sont toujours un peu ouvertes. Et moi, mon travail, c'est de faire refermer les questions. Parce qu'en fait, pour pouvoir répondre à une question, il faut qu'elle soit un minimum fermée. En fait, plus une question est ouverte, plus la réponse sera vague. C'est pas inutile, mais c'est plus vague. Plus une question est fermée, plus c'est facile d'y répondre précisément. À titre d'exemple, tu peux prendre la question sur le Covid. Le vaccin Covid, à la fin on dit, est-ce que le vaccin Covid permet d'empêcher des nouvelles infections? La question, elle est très simple, on peut y répondre par oui ou par non. La vaccination. Alors là, en l'occurrence, c'était le vaccin. Le vaccin lui-même. Ouais, le vaccin, donc ça c'est les études qui ont été faites par Pfizer, par Sanofi, par tous ces gens qui ont fait des vaccins. Et ils font une étude très précise qui disent, si on donne correctement le vaccin à des gens, est-ce que ça les protège? Ça ne pose absolument pas la question de, est-ce qu'on va réussir à donner les vaccins correctement aux gens? Ça c'est une autre question. On dit juste, s'ils arrivent à le prendre correctement, alors ça marche. Et dans leur cas, ça marchait très bien. Si les gens prennent le vaccin, alors ils sont soignés. Par contre, si on donne le vaccin dans une population où les gens sont réticents et ne veulent pas le prendre, le vaccin, il a beau être aussi bon qu'on veut, si les gens ne le prennent pas, ça ne marchera pas. Donc dans ces cas-là, les publications qui sont faites avec tout ça, ouais. Elles peuvent permettre d'orienter aussi des campagnes sanitaires globales. Ouais. Et donc typiquement, tu vois, pour cette question-là, on va souvent avoir plusieurs études. Une qui va dire, est-ce que le médicament marche en tant que tel? Est-ce que la molécule, elle est efficace? Par exemple, on a un nouvel antiseptique. Si je le mets sur une plaie, est-ce qu'il y a moins de bactéries? Et ensuite, on va dire, est-ce qu'on peut le donner vraiment aux gens? C'est-à-dire, maintenant qu'on sait que l'antiseptique, il tue les bactéries, est-ce qu'on se rend pas compte qu'en le mettant sur une plaie des gens, c'est extrêmement douloureux et du coup, les gens l'utilisent pas? Et donc, ils ont cet antiseptique, mais dès qu'ils le mettent, ça fait extrêmement mal, du coup, ils arrêtent. Finalement, ça en fait un très mauvais antiseptique. Parce que la molécule est efficace, mais vu que ça fait très mal, les gens ne l'utilisent pas. Donc le médicament, on va dire que la molécule, le produit lui-même est efficace et très bon. Ouais. Mais le traitement qui en fait usage ne marche pas. Il est complètement naze. Ouais. Parce que ça va empêcher de le prendre. Exactement. Correctement. Exactement. Et dans nos recherches, on a des protocoles. On a différents types de protocoles. Les plus connus, ce qu'on appelle en pair protocole ou en intention de traiter. Le pair protocole dit, on a prévu que le patient prenne 4 cachets par jour pendant 1 mois. Donc l'analyse en pair protocole dit, on va prendre tous les patients qui ont pris leurs 4 cachets par jour pendant 1 mois, et regarder si ça a marché. S'ils n'ont pas pris le traitement, on les sort de l'étude. On les considère pas dans le résultat final. L'étude en intention de traiter va faire l'inverse. On va dire, on a pris un groupe de 100 personnes, à qui on a dit de prendre 4 cachets par jour pendant 1 mois. Quel que soit ce qu'ils ont fait, on va les prendre dans l'étude. Donc on espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi et qu'ils vont pas arrêter le truc, mais dans l'idée, c'est de se dire, il y a plein de raisons qui font qu'ils peuvent arrêter le traitement. Soit parce que le traitement est désagréable, soit parce que ils ont l'impression qu'il marche pas, soit parce qu'il y a des effets secondaires. Et l'intention de traiter permet de se rapprocher de la vie réelle. De se dire, en fait, on a un traitement qui marche. Quand on prend que les gens qui l'ont pris correctement, ça marche. Par contre, sur tous les gens à qui on a dit de prendre le traitement, finalement, ils vont pas mieux. Parce que la plupart ont arrêté de le prendre, finalement. Donc, admettons, j'essaye d'illustrer. J'ai un traitement. T'as un traitement, en soi, il fonctionne. Ouais. Parce que c'est avéré que les molécules, etc., elles font leur travail. Visiblement, pendant 1 mois, il a fonctionné sur moi. Et en fait, au bout d'un moment, je développe des brûlures d'estomac. Ouais. Et j'arrête de le prendre. Ou alors, je le prends spontanément, en fait, je le prends moins souvent parce que je me protège contre les brûlures d'estomac. Ouais. Donc, le traitement, finalement, ne marche pas. Ou marche moins bien qu'au début. C'est ça, c'est la question de... Une fois de plus, qu'est-ce qu'on pose comme question? Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on a une molécule qui marche? Et donc là, c'est fondamentalement, est-ce que le laboratoire est un charlatan? Est-ce qu'il nous vend de la poudre de perlimpinpin qui ne sert à rien? Ou est-ce qu'on a une molécule qui peut-être est utile, mais par contre, dans la vraie vie, elle sert à rien? Et d'un point de vue de santé, d'un point de vue de médecin, la seule chose qui nous intéresse, c'est de se dire, le patient est sorti du cabinet, je lui ai fait une prescription, il ira mieux grâce à cette prescription. Quelle que soit la raison pour laquelle si le traitement ne marche pas, finalement, quelle que soit la raison, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que si c'est une question de la molécule marche pas, le patient n'est pas guéri, mais la molécule marche, mais le patient la prend jamais, pour plein de raisons, le patient n'est pas guéri. Donc moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est quand il sort de ma consultation, je veux qu'il aille mieux. Et donc se dire, oui, mais la molécule marche, c'est pas un argument suffisant. Et c'est là où se pose toute la difficulté de mon travail, qui va être de faire poser la question de manière précise.
Par exemple, quand on développe un médicament, au début, on cherche à savoir si la molécule marche. Si la molécule marche pas, on s'arrête. En fait, c'est même pas la peine de continuer. Donc, dans les phases de développement, on prouve d'abord que la molécule marche, et ensuite, on essaie de voir si elle marche dans la vraie vie. Et ensuite, on fait même des études à très long terme de dire, maintenant que ce médicament est sur le marché depuis 5 ans, est-ce que la situation s'est améliorée? Ma thèse de médecine, c'était sur le VIH, c'est de se dire, depuis qu'on traite tout le monde pour le VIH, est-ce qu'on a en effet vu moins d'infections par le VIH? Et la réponse est oui. Donc on savait que le traitement marchait, on savait que quand les gens le prenaient régulièrement, ils avaient des résultats positifs, et on savait que si tout le monde le prenait correctement, alors les infections devraient se réduire. Et on a pu faire des études à tous les niveaux pour vérifier d'une part, est-ce que la molécule marche, est-ce que les gens acceptent de le prendre, et est-ce qu'on a l'effet sur la population correct. Et pour ça, il faut faire 3 études différentes, c'est 3 questions différentes. Et mon travail, c'est de à la fois poser la bonne question et à la fois y répondre correctement, parce que c'est pas la même méthode pour répondre à chacune des questions. Est-ce que ce type d'étude permet aussi d'orienter notamment la prévention? Tout à fait. Par exemple, sur le VIH, le choix de la France de traiter tout le monde pour le VIH, aujourd'hui c'est une évidence. On se fait diagnostiquer pour le VIH, on va dans un centre et on est traité, on a une prescription à vie et c'est gratuit. C'est une évidence aujourd'hui, ça l'était pas pendant longtemps. Et pas uniquement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de santé individuelle. Tous les traitements ont des effets secondaires, plus ou moins graves, sur lesquels on travaille. Alors ceux pour le VIH, ils sont relativement faibles, heureusement, et ça a été travaillé pour s'améliorer. Mais l'idée de se dire, on traite tout le monde, même des individus qui ne bénéficient pas directement du traitement. Il y a des gens qui ont du VIH à bas bruit, on va dire, et on serait pas obligé de les traiter tout le temps pour leur santé personnelle. Par contre, leur VIH serait quand même suffisamment développé pour pouvoir le transmettre à d'autres gens. Et l'idée de se dire, on choisit de traiter tout le monde, ça c'est un choix de santé publique, c'est un choix de prévention. C'est pas un choix de confort de chaque personne, de chaque patient. C'est on dit aux patients, même si dans votre cas, peut-être vous allez avoir des effets secondaires, en l'occurrence ici très faibles, qui pourraient être évités sans vous donner le traitement, pour la population en général, c'est mieux de vous traiter tous. Similairement, on peut prendre le dépistage du cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein, la plupart des femmes qui font un dépistage du cancer du sein n'ont pas de cancer du sein. Et en fait, on sait que, si on le fait, la plupart des cas, les dépistages sont négatifs. Et heureusement, parce que c'est le but du jeu. C'est bien en soi. C'est plutôt bien. Oui. C'est pas très agréable à faire, mais on se dit, en fait, en dépistant tout le monde, on peut diagnostiquer les cancers du sein plus tôt et faire que les gens aillent mieux. Et donc il y a un calcul de se dire, est-ce que c'est plus raisonnable d'infliger un inconfort à quasiment toutes les femmes pour qu'elles fassent un dépistage, pour un bénéfice sur le cancer, ou bien de se dire, on ne fait pas cet inconfort, mais par contre il y aura plus de cancer. D'accord. Donc c'est vraiment, il y a aussi toute une décision autour de la logique de la prévention même. À quoi sert la prévention? À prévenir. C'est ça. Et en fait, la recherche, c'est un peu fourbe, parce qu'en fait, en recherche, on ne répond pas à ces questions-là. Typiquement, est-ce qu'il faut faire un dépistage du cancer du sein? Je ne peux pas y répondre. Moi, je peux dire, si on fait un dépistage du cancer du sein, on va détecter sur 1000 femmes qui font un dépistage, on va dépister 10 cancers du sein, dont 2 où on va empêcher la mort. Par exemple. Je donne des chiffres complètement au pif, c'est probablement plus élevé. Attention, c'est des faux chiffres. Ce sont complètement des faux chiffres, je les invente. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais permettre d'aider à quantifier ce qui se passe. Donc de dire, par exemple, voilà, sur 100 dépistages, 1%, pour 100 dépistages effectués, il y a une personne qui ne meurt pas, et qui serait morte sinon. La question du coup, est-ce qu'il faut le faire? C'est pas à moi d'y répondre, c'est une question de société, c'est une question politique, c'est une question même parfois personnelle. Mais moi, je peux juste dire, on a quantifié. Si on fait ça, ça donnera ça. Si on le fait pas, il y a tant de personnes qui vont mourir. Tu fais les constats. C'est ça. Tu fais la constat, mais tu fais pas la politique. Exactement. Quand on nous dit on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, c'est plutôt faux. Les chiffres, ils disent des choses, et après, on peut choisir. On peut avoir une interprétation, on peut avoir une volonté politique derrière, dans un sens ou dans l'autre, et qui s'argumente. Moi, mon travail, c'est de fournir des chiffres les plus précis possibles, ou parfois même de dire on n'en sait rien. Dans ton travail, tu agrèges tous ces chiffres. Ouais. Tu les rassembles. On fait des jolis rapports. Tu fais des jolis rapports en étudiant, j'imagine, différentes perspectives possibles derrière tous ces chiffres. Tu utilises beaucoup ton ordinateur, je crois. J'utilise toujours mon ordinateur. Parce qu'au final, tu es un médecin qui est tout le temps sur son ordinateur. Exactement, et qui ne voit jamais de patient. Est-ce que tu as un stéthoscope? J'ai un stéthoscope, il doit être chez mes parents. D'accord. Je l'ai déjà utilisé pendant mes études. Tu les vois souvent, tes parents? Je ne répondrai pas à cette question. D'accord.
Oui, c'est relativement souvent mes parents, mais Et pas ton mais stéthoscope, pas pas mon stéthoscope. Je sais même pas s'ils l'ont encore. Ah oui. Visiblement, il ne me manque pas. D'accord. Donc, on ne sait pas dans quel état on le trouverait finalement. Oh, ça s'use pas trop. Ça s'use pas Non, trop? ça va. Ok, Il devrait bien fonctionner. ça marche. Est-ce que tu peux faire des ordonnances? Euh, oui et non. Ah bon? Alors, je comprends rien. Comment ça marche? Alors, le système de santé français fait que j'ai le droit de faire des ordonnances. C'est-à-dire que je peux écrire sur un bout de papier mon numéro d'inscription à l'ordre des médecins Ouais. pour dire va chercher ce médicament-là. Ça, j'ai le droit. Par contre, si je te fais une ordonnance, tu ne seras pas remboursé. Parce que je ne suis pas praticien. Enregistré quelque part. C'est ça, je ne suis pas enregistré ni à un hôpital, ni auprès de l'assurance maladie. Donc je serais l'équivalent d'un médecin non conventionné. Ok. Mais donc j'ai le droit j'ai le droit de prescrire des médicaments qui sont sur ordonnance exclusivement, il faudra juste les payer en entier. Donc, en fait, tu peux prescrire, mais que ça ne permet pas Le remboursement. la prise en charge par la sécurité sociale. Tout à fait. Et du coup, je ne fais pas de prescription, outre les questions de remboursement, vu que je n'exerce pas, ce serait dangereux. Donc souvent, mon meilleur conseil médical, c'est d'aller voir un médecin. D'aller voir un autre D'aller médecin voir un autre médecin D'accord. qui voit des patients et qui est compétent sur ça. Je suis qui n'est pas épidémiologiste. tout à fait. Moi, je suis compétent pour vous dire pourquoi vos études ne marchent pas et comment faire pour qu'elles marchent maintenant. Il y a des vrais médecins qui sont compétents pour vous soigner si vous allez mal. Alors, t'es un vrai médecin. Juste, t'es suis pas un médecin. Qui soigne des gens. Voilà. Tout à fait. Tu ne prends pas de patients. Je ne prends pas de patients, mais je suis inscrit à l'ordre des médecins. J'ai un numéro, tout ça. T'as le numéro qu'il faut, t'as un caducée dans ta voiture. J'ai un caducée dans ma voiture, c'est à ça que sert l'inscription à l'ordre, D'accord. principalement. Ok. Ok. Voilà. Eh ben, très bien. C'est con, j'avais plein de questions à te poser, mais finalement, comme ça ne me servira à rien. Bah, Enfin, c'est ça. peut-être que si, mais Mais éventuellement, je peux y répondre, mais il y aura toujours un petit disclaimer au début en disant ne prenez pas cette information pour argent comptant. En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Comme dans les spots publicitaires, finalement. D'accord. Ok. Donc, sur ton ordinateur, qu'est-ce que tu fabriques? Sur mon ordinateur, spécifiquement, je fabrique un logiciel de modélisation de population. C'est-à-dire Tu que fabriques des gens? je fabrique des gens qui n'existent pas et qui représentent des gens qui existeraient. Ah oui, c'était une blague quand j'ai dit ça au début. Je sais, et en fait, non, pas du tout. En fait, non. D'accord. Pas du tout. Donc moi, je travaille sur les populations d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ce qui est la cible principale pour le VIH. D'accord. Particulièrement à Atlanta, alors c'est pas le cas partout, mais en tout cas aux États-Unis, dans la ville d'Atlanta, c'est là où il y a le plus gros bassin de VIH. Et nous, on simule des réseaux sociaux, donc des gens qui se mettent en couple, des gens qui vont être en couple avec une ou plusieurs personnes, ça dépend. Alors ça, on l'invente pas, on se base sur des études qui ont été faites on a demandé à plus de 100 000 personnes, je crois, combien est-ce que vous avez eu de partenaires dans les 5 dernières années? Est-ce que y en a un que vous considérez comme votre partenaire de vie, comme votre époux C'est à ça que ça sert, ces formulaires? Alors là, c'était une étude spécifique, c'était pas un formulaire. D'accord. Les gens étaient au courant de pourquoi ils faisaient ça. Et donc on leur a posé plein de questions, et à partir de ça, on peut simuler des populations de gens qui se mettent en couple, qui restent en couple, qui quittent leur couple, qui voient une ou plusieurs personnes, et qui ont le VIH ou non, qui vont utiliser des préservatifs ou non, qui vont utiliser des traitements ou non, et on simule une population avec le VIH qui circule dedans. Une fois qu'on a cette population, qu'on a fait ressembler à la population réelle, alors évidemment il y a plein de biais partout, il y a des erreurs, mais on a une population qui ressemble à peu près, on va pouvoir se dire, qu'est-ce qui se passerait si par exemple on dépistait tout le monde tous les mois? Qu'est-ce que ça aurait comme influence sur l'épidémie de VIH au niveau de la population d'Atlanta? Donc moi je travaille toujours au niveau de la population, je travaille pas au niveau des individus. C'est un simulateur de diffusion d'épidémie? Oui, tout à fait, et mon travail c'est de fabriquer ça. Donc, c'est de dire, j'ai mon modèle. Mm-hmm. On dit qu'il y a il y a plus de latex dans le monde. Il n'y a plus de préservatif. Le préservatif disparaît. Il disparaît. Voilà. Dans mon modèle, maintenant, les gens ne mettent plus de préservatif. Il n'y a plus de gants en plastique, il y a plus. C'est ça. Alors, les gants en plastique, on les simule pas, mais on simule les préservatifs. Les préservatifs, ok. Et donc, on annule. On dit, voilà, dans le modèle, on considère que tout est pareil. C'est-à-dire que les gens n'ont pas, pour être premier scénario, les gens ont exactement la même activité sexuelle qu'avant. Ouais. Mais il n'y a plus de préservatif. Pénurie. Mais les gens décident de ne rien changer à leur vie. Et là, on regarde comment est-ce que le VIH évoluerait. Alors, on étudie le VIH, on étudie la syphilis, on étudie la chlamydia, gonorrhée. On regarde comment tout ça évolue. Et après, on pourrait se poser une autre question, se dire, c'est pas raisonnable si les préservatifs disparaissent. Ça serait petit à petit. Soit ce serait petit à petit, ou même juste, ils disparaissent d'un coup, mais il y a plein d'individus qui se diraient, en fait, je réduis mon activité sexuelle. Ou je fais plus attention à qui je demande. Et donc là, dans notre modèle, on pourrait dire, maintenant, les gens, il y a une partie de la population, ceux qui mettaient des préservatifs habituellement,
ils vont demander à leur partenaire leur statut. Et là, on va dire, il y a 80% de chances que leur partenaire leur dise leur vrai statut, et selon, ils vont avoir plus ou moins de rapports. C'est donc là qu'il y a des stats. Et là, il y a des stats partout. Et on peut faire plein de prospectives comme ça, de se dire qu'est-ce qui se passerait si. On a fait ça pour le Covid, par exemple. Pendant le Covid, aux États-Unis, il y a eu un confinement comme en France, et il s'est passé deux choses. Premièrement, confinement. Donc les gens ne pouvaient plus sortir, donc leur réseau sexuel se réduit. C'est-à-dire qu'ils vont moins sortir de chez eux, ils vont moins avoir de rapports sexuels avec les gens en dehors de leur couple, vu qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Donc, on se dit, ça peut avoir un effet positif, entre guillemets, sur le VIH et les maladies sexuellement transmissibles, parce que moins de rapports sexuels, moins de VIH. Logique, après. Logique. Sauf que, dans un même temps, l'activité hospitalière a été réduite drastiquement, l'accès aux soins a été réduit drastiquement, parce que les hôpitaux étaient débordés, donc tout ce qui est clinique de santé sexuelle, qui est un truc qui est assez spécifique aussi aux États-Unis, était diminué, c'est-à-dire que les gens n'avaient peut-être plus accès à leur traitement, ils n'avaient plus accès à la PrEP, la prophylaxie pour le VIH, et donc on avait ces deux paramètres en parallèle. Et on avait l'impression que les deux s'équilibraient un peu. Finalement, d'un côté, il y avait moins de transmission parce que les gens avaient moins de rapports sexuels, mais de l'autre côté, il y avait moins d'accès aux soins. En pratique, ce qui s'est passé, c'est que le confinement s'est arrêté bien avant le rétablissement de l'accès aux soins. C'est-à-dire que l'effet positif, entre guillemets, du confinement a été compensé négativement par l'effet de la réduction des soins. Et donc nous, pendant le Covid, pendant le confinement, en fait, on a fait une étude qui montrait plusieurs scénarios. Qu'est-ce qui se passe si les deux durent la même durée? Qu'est-ce qui se passe si le confinement s'arrête avant, mais que l'accès aux soins ne revient pas plus tôt? Et on peut faire plein de scénarios en se disant vraiment qu'est-ce qui se passerait si? Est-ce que c'est vraiment utile d'être médecin diplômé, inscrit à l'ordre des médecins, d'avoir fait tous ces stages, internats, etc., Pour faire ce que je fais? pour faire des stats? Oui. Aujourd'hui, je peux répondre avec assez d'assurance que oui. C'était pas le cas, je n'étais pas certain de ça il y a encore 5 ou 6 ans. Parce que moi j'ai fini mon internat de médecine, donc j'ai fait 6 ans de tronc commun, puis 4 ans d'internat de santé publique. Et je suis arrivé à la fin en me disant, en effet, pour faire des stats, finalement, est-ce que ces 6 ans ont servi à quelque chose, à part de marquer Docteur Le Guillou sur mon statut? Mais tu faisais des stats en fac de médecine? Alors on a un tout petit peu de stats en tout début, donc moi je faisais les stats pour tout le monde parce que personne voulait les faire et moi ça m'amusait. D'accord. Je suis pas arrivé là par hasard. Et ensuite, pendant mon internat, donc l'internat c'est la spécialisation, donc il y en a qui vont devenir cardiologues, ils se spécialisent en cardiologie, d'autres qui deviennent chirurgiens, c'est à ce moment-là qui s'entraînent en chirurgie. Et moi je suis devenu statisticologue. Statisticologue. Ça sonne comme une maladie. Exactement. Certains diraient que c'en est une. Et moi je me suis formé, donc j'ai fait un master de méthodologie de statistique pendant mon internat. Et je me suis formé à mon métier. Donc j'ai appris les statistiques majoritairement pendant mon internat de médecine. Depuis 2016. Je ne sais pas, j'étais pas là. Voilà, je te le dis. Je vous crois, docteur. Et du coup, est-ce que c'est utile? La grosse différence que j'ai par rapport à mes collègues, donc à l'université d'Emory, je suis le seul médecin. Non, il y en a un autre qui est un thésard qui vient de la médecine aussi. On a une approche différente, notamment parce qu'on a déjà vu des patients. D'une certaine manière, on a un rapport plus humain avec les gens, enfin un rapport plus humain sur ce que c'est qu'un patient. Eux, ils viennent plus des sciences sociales, donc ils savent, par exemple, mon chef, il a fait des études où il allait directement en sortie de boîte de nuit pour faire des questionnaires aux gens en sortie de boîte de nuit. Il sait comment fonctionnent ces groupes-là, il a parlé avec des gens, il les a vus en vrai. Moi, je sais ce que c'est qu'un vrai patient, alors avec beaucoup de guillemets par rapport à ce que j'appelle les vrais médecins qui en voient au quotidien. Mais par exemple, on a eu une fois une question où on m'a dit, c'est quoi les recommandations pour le traitement de la syphilis? J'explique, traitement de la syphilis, tel antibiotique pendant tant de temps, et ainsi de suite. Et mon collègue me dit, mais du coup, pourquoi il y a des fois où ça marche pas? Et ma réponse, qui était évidente, parce que j'ai été dans un hôpital, c'est par expérience, les patients parfois ne prennent pas leur traitement. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, des fois. Soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce que pour X ou Y raison, parce qu'il y a plein de gens qui oublient leur traitement, ça arrive. Et donc, on se retrouve dans une situation où pour moi c'est une évidence de se dire, il y a la théorie, le collège d'infectiologie dit c'est ça qu'il faut faire, et ce que vont faire les gens en vrai. La vraie vie. La vraie vie. Et ça, c'est quelque chose que moi je sais, parce que j'étais dans un hôpital et je vois comment fonctionne un hôpital, comment fonctionnent des patients, comment fonctionnent des médecins aussi. Il y a des médecins qui devraient savoir que ça c'est la meilleure chose à faire, mais qui le font pas parce qu'ils se disent, tel traitement, j'ai eu une expérience malheureuse une fois, j'ai un patient qui est décédé, je ne sais pas, du coup ils le donnent pas. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une expérience qui est très utile. Elle me sert pas au quotidien,
Mais, et j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup d'amis médecins, donc je parle de médecine souvent, je garde un pied dans ce milieu-là, et ça permet d'aborder différemment le sujet. D'un point de vue technique, ça me sert à rien, mais d'un point de vue culturel, on va dire, c'est très utile. En termes de rédaction des rapports, finalement. Oui, aussi Aussi. ça, Interprétation savoir ce qu'attend un médecin, et tout bêtement, on a des fois où on doit travailler avec des médecins, alors moi je travaille aussi avec d'autres médecins sur d'autres recherches par rapport, par exemple, au CHU de Reims. Quand un médecin me parle d'une maladie, j'ai souvent une idée de ce que c'est, et quand je ne sais pas exactement ce que c'est, je peux poser la question, je peux poser les bonnes questions, j'ai le vocabulaire qui va bien. La communication est favorisée parce que tu es familiarisé avec un certain milieu. C'est ça. Donc tu comprends mieux les attentes d'un médecin, ou en tout cas, c'est a priori ce qu'il y a derrière sa question, ce qu'il y a réellement, ce qu'il a comme intention, comme enjeu. Comme enjeu, et parfois aussi, alors une grosse partie de mon travail, c'est de chercher les points d'ombre dans un sujet. Par exemple, on a travaillé il y a pas très longtemps avec un ami qui est pédiatre, sur des patients qui arrivent, donc des enfants, qui arrivent aux urgences avec de la fièvre. Et on s'intéresse à un nouveau traitement, un antibiotique qui est utilisé chez l'adulte, pas utilisé chez l'enfant. Et il me dit, bah voilà, habituellement ça se passe pas mal, il y a 5% des cas où ça peut mal se passer, l'enfant peut revenir. Et à un moment, je lui pose la question, mais est-ce que c'est possible que les enfants décèdent sur cette maladie-là? Il me dit, bah bien sûr que non. Et parfois il fait, ah bah si, c'est déjà arrivé. Et en fait, être capable d'avoir ce genre de raisonnement, de se dire, tiens, sur une maladie comme ça, peut-être parfois le décès est une possibilité, ou est-ce qu'il peut y avoir des séquelles, ce qui va changer la manière dont on pose la question. En fait, finalement, tu peux aider à apporter de nouvelles perspectives sur une maladie, une infection, et prévoir d'autres choses, prévoir d'autres cas d'usage, d'autres cas de figure. Ouais, exactement. Essayer d'ouvrir un peu le questionnement et d'éviter tout le but de la méthodologie, c'est d'être quelqu'un de pointilleux et un peu chiant. Je pense que tu le fais bien. Je pense que je le fais très bien, je pense que c'est une vocation. D'accord. Et donc c'est vraiment quelqu'un arrive avec une question en disant j'ai tel nouveau traitement, je voudrais l'évaluer, j'ai prévu de prendre 15 patients et de leur donner le traitement, est-ce que ça va marcher? Et moi ma réponse est de gentiment leur dire non, on va faire mieux. Et là je leur pose plein de questions. Mais on va faire mieux, c'est pas forcément... c'est pas d'être chiant. Ah bah il y a quand même un moment c'est chiant parce que je leur dis bah non c'est pas 15 patients qu'il va falloir, c'est 300. Ah oui, là oui c'est chiant. Donc, oui. c'est chiant. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à remplir le formulaire? Parce que bah, c'est des enfants, on peut pas juste faire des essais sur des enfants, ça ne se fait pas, on a arrêté. Donc est-ce que tu as pensé à déclarer... Ne faites pas ça, ne faites pas d'essais sur les enfants comme ça. Voilà, ni sur les adultes d'ailleurs. Et ni sur les animaux. Ouais, ni sur les animaux, on demande le consentement avant, Voilà. comme dans beaucoup de Le cas. consentement, c'est important. Et en médecine, il faut même qu'il soit noté, c'est mieux. Oui. Enfin, c'est obligatoire en fait. Ok. Donc finalement, il y a aussi l'aspect méthodologique réglementaire. Tout à fait. Ok. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi pour des bonnes raisons. Et les gens qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi et que ça ferait avancer plus la science, l'expérience a tendance à montrer l'inverse, où les rares cas où il y a eu des études à la sauvage, il s'avère qu'en plus elles étaient nulles. Donc en plus d'être dangereuses et pas éthiques, elles apportaient rien à la science. Oui, parce que les cadres dans un domaine de recherche ou expérimental ont finalement une fonction. Oui, ils sont pas juste là pour embêter les gens, c'est là pour protéger les populations, parce que quand on est médecin et qu'on travaille sur la santé, on travaille quand même sur des gens, on peut pas faire n'importe quoi. Et il y a aussi une question de prenez le temps, parfois il vaut mieux prendre un peu de temps et faire les choses correctement. D'où l'utilité d'avoir des faux gens dans un modèle. Exactement, là c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de trucs dessus. On peut tester des choses qui sont un peu farfelues. Ouais. Par exemple, on a fait une étude où on s'intéressait à la PrEP, donc qui est le traitement prophylactique pour le VIH. C'est un médicament qu'on prend tous les jours, et si on le prend correctement, on réduit de plus de 98% la probabilité de se faire infecter par le VIH, même sans prendre de préservatif. Donc c'est du préventif. C'est du préventif, donc c'est un médicament qu'on donne à des gens qui ne sont pas malades. Donc le terme de prophylaxie. Et on se posait la question de qu'est-ce qui se passerait si les gens qui prennent la PrEP avaient une adhérence parfaite, c'est-à-dire qu'ils prennent leur traitement tous les jours, sans aucun problème, et à aucun moment ils ratent une dose. À la même heure et tout. Exactement, vraiment prise parfaite. Ok. Il y a des gens qui font ça, c'est pas la majorité des gens. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si tous les gens qui prenaient la PrEP faisaient ça? Et en faisant ça, on peut se dire, bah maintenant on voit quel est l'effet maximal possible de ce traitement. Si avec 100% de prise de qualité, on obtient une réduction de 30% du VIH, bah ça veut dire que l'effet maximal de la PrEP, c'est 30% de réduction. Ce qui peut te permettre de remettre en perspective un vrai résultat de la vraie vie, exactement, stat de la vie. Et parfois même de se dire, en fait, bah là on a ça, même si les gens le prenaient à 100%, il y aurait 2% d'amélioration.
Et donc, aussi, c'est tu plus relativises. ça permet de relativiser et de se dire, l'effet maximal qu'on peut espérer, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a des fois, ça permet de se dire, bon, bah, finalement, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que dans la vraie vie, on sera même pas aussi bien. Et même si on était parfait, en fait, c'est pas... Et me regarde une population, parce que peut-être 2% de X millions, c'est ça. beaucoup Là, de je gens. dis 2%, ça peut... Il y a des fois, 2%, c'est énorme. Oui. En fait. Et des fois, 2%, c'est nul. C'est là que c'est important d'être bon en stats. Enfin, ou en tout cas, de savoir à peu près comment fonctionnent les proportions, les pourcentages. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand il y a des politiciens ou des gens sur des plateaux qui vont dire « Ah ben là, c'est 2%, c'est énorme », ou genre « C'est 400 000 personnes, c'est monstrueux », parce que parfois, 400 000 personnes, en fait, c'est 0,2%. Parfois, 2%, c'est 1 million de personnes. Et selon la question qu'on pose, est-ce qu'on s'intéresse à un nombre d'individus ou est-ce qu'on s'intéresse à une proportion ? Ça dépend. Mais ça, on a ça dans énormément de métiers. Oui, bien sûr. Tu sais qu'il y a des métiers où tu dois mesurer des évolutions, en tout cas des évolutions quantitatives, c'est vraiment un enfer. Nous, dans l'agence, on le voit tous les jours où quelqu'un nous dit on a augmenté que de 5%, ouais, mais 5% de temps, en fait, c'est énorme. Oui. Ou alors on a augmenté de 80%. Je dis ouais, mais 80%, en fait, ça veut dire que tu as fait moins 20 parce que... Enfin bon, par exemple... Selon comment c'est affiché, il vaut mieux connaître la formule. Tout à fait. Il y a des cas, par exemple, quand on fait... Moi, je travaille avec des modèles informatiques qui prennent du temps à tourner. Et parfois, on peut dire, j'ai divisé le temps de calcul par 2. En fait, ça a l'air vachement bien, j'ai divisé le temps de calcul par 2. Alors, nos modèles, habituellement, ils prennent... Il va 2 fois plus vite, il va 2 fois plus vite. C'est-à-dire que j'ai mon résultat 2 fois plus vite. T'as pas juste un meilleur ordinateur ? Non. Ah, d'accord. Non, vraiment, on dit, voilà, j'ai divisé le temps de calcul par 2. Et donc, on a 2 options. Soit on se dit, bah, c'était un calcul qui prenait 3 heures, maintenant il en prend 1h30. C'est génial, on a gagné 1h30. Trop bien. Par contre, si le calcul prenait une demi-seconde, maintenant il prend un quart de seconde. Je m'en fous, en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance. Dans tous les cas, c'était instantané de mon point de vue. Ou alors, s'il prend 3 heures et que pour passer à 1h30, il faut dépenser 40 millions dans un supercalculateur. C'est ça. Ou parfois c'est même pire, c'est j'ai passé 20 heures à travailler pour faire gagner 10 minutes. Bon, le ratio, il est pas très bon. Ouais, mais 10 minutes tous les combien de temps ? Et c'est ça, là, ensuite, c'est la deuxième question. Parce que typiquement, moi, j'ai déjà fait des cas où j'ai fait gagner 3 secondes sur un modèle qui prend 1h30. Sauf que nos modèles, on les fait tourner à peu près 6000 fois chacun. Donc finalement, ces 3 secondes fois 6000, ça commence à faire pas mal. On appelle ça les gains marginaux. On appelle ça les gains marginaux. Mais en tout cas, c'est un point que j'essaye de pousser beaucoup quand je donne des cours de stats. C'est toujours de remettre en perspective par rapport à la question qu'on pose. Est-ce que tu donnes des cours de stats ? Je donne des cours de stats. Ah, les pauvres. Apparemment, ils sont contents. Ouais. Je pense qu'ils doivent prendre de la drogue. Mais est-ce que c'est parce que c'est des gens qui veulent faire comme toi après ? Pas du tout. Je donne des cours de stats dans un master d'économie de gestion. Ça n'a aucun sens. Ils avaient personne, et j'étais disponible, et du coup, moi, j'ai pris le parti de donner des cours de stats où on fait presque pas de maths. Parce que les statistiques, je rappelle, c'est pas des maths, alors c'est un domaine qui utilise les mathématiques, mais le principe des statistiques, c'est la présentation des données. Et en fait, la présentation des données, c'est primordial, et la chose principale, c'est toujours de se rappeler, on se pose toujours une question au départ, est-ce que la réponse qu'on y apporte est adaptée ? J'aimerais bien qu'on termine ce merveilleux podcast enregistré pour la seconde fois. Tout à fait. Parce que nous avions eu des sérieux... Le micro est vraiment décédé. Littéralement en cours d'enregistrement. Bref, là, normalement, ça devrait être bon. Si on parle de présentation des données, peux-tu peux-tu nous indiquer ton chart, ton graphe favori ? Mon graphe favori. Oh là là. Ton modèle visuel favori. Modèle visuel favori. Alors ça, j'aime beaucoup... alors, comment est-ce qu'on décrit ça à l'oral ? Donc c'est un modèle avec 2 axes, donc en 2 dimensions, classique, X et Y. Sauf que ces 2 axes vont mesurer chacun quelque chose de différent. Par exemple, dans le cas du VIH, on va dire on va avoir un premier axe qui va augmenter la fréquence de dépistage. On dit au début on dépiste jamais les gens, tout à gauche, et tout à droite, on dit on dépiste les gens tous les 2 jours. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, on va dire l'efficacité du traitement. Donc tout en bas, on dit le traitement il marche pas du tout, et tout en haut, on dit le traitement il marche beaucoup. Donc il marche vraiment très très bien, il est parfait. Et donc évidemment, le dépistage permet d'amener les gens vers le traitement. Et donc là, c'est un graphe, il faut imaginer un graphe où il y a une sorte de dégradé de couleurs.
qui va du coin en bas à gauche où il se passe rien parce que ça marche pas, donc là ça va être quelque chose comme bleu foncé ou noir, et qui va aller vers le jaune vif en haut à droite, à l'endroit où le traitement marche super bien, et où le dépistage se fait tous les jours. Donc ça fait un très très beau dégradé de couleurs, avec idéalement des lignes de front qui vous disent à cet endroit-là on a 20% d'efficacité, à cet endroit-là on a 30% d'efficacité. C'est très esthétique. C'est très esthétique. C'est un peu un esthète du chiffre. Hein. Alors tout à fait, il y a tout un domaine d'esthétisme dans les graphes. Et le graphe que tu aimes le moins? Les camemberts. Le camembert. Le camembert. Le pie chart. Il faut arrêter avec les camemberts. La tarte. La tarte, pas de la tarte. c'est une aberration. Ça ne sert à rien. C'est illisible. Même le donut, en fait. Tout ce qui a un cercle, tout ce qui a un disque qu'on divise. Est-ce que ça compte pour toutes les aires qu'on divise? Non, c'est pour les cercles. Le Que problème, pour c'est les les cercles, parce qu'en fait, le camembert, ou le pie chart, Pie chart. on essaie de représenter des proportions avec des mesures d'angle. Avec du fromage. Avec du fromage. Alors, ce qui est plutôt une bonne idée, hein, initialement. Mais surtout avec des mesures d'angle. Et en fait, c'est très dur de se représenter deux angles de taille très similaires. C'est pour ça que dans tous les diagrammes camembert, il y a toujours les pourcentages qui sont marqués dedans. Parce que sinon, c'est illisible. Toujours les étiquettes. Il y a toujours les étiquettes. Et t'en as toujours des tout petits. Ouais. Et donc, avoir un camembert où on a besoin des étiquettes pour pouvoir le lire, c'est que visiblement le graphe est nul. Est-ce que quand tu as besoin des étiquettes, c'est que le graphe il est pas si génial pour représenter ton information? Tout à fait. Un graphe, c'est très très dur de faire On va dire ça. graphe. Ouais. C'est très dur de faire un bon graphe, mais normalement un graphe doit être relativement intuitif. Alors quand on connaît le domaine, qu'on sait dans quel contexte il est, mais on n'est pas censé passer 4 heures à comprendre pourquoi le graphe marche et ce qu'il veut dire. Le but du jeu, c'est justement d'illustrer un propos. Autant lire le rapport. Autant lire le rapport. Et donc il y a un moment, les diagrammes en camembert, pour moi, quand j'en vois, ça me fait douter de la fiabilité de l'expert qui parle. Ou alors t'as le camembert, tu mets figure 5, et après la légende. Qui fait 8 pages. Il fait 8 pages. Tout à fait, c'est très fréquent. Et bah, du coup, le camembert sert à rien. Avec des notes de bas de page en plus. Sûr. Qui sont tous des ibides. Des ibides? Oui, c'est quand tu fais référence à un truc d'avant. On met pas trop ça dans les articles. Ouais, parce que tu fais des trucs plus courts. Ah oui, c'est vrai que t'écris des articles. Des articles scientifiques, mais du coup, les articles scientifiques ont un format très précis et on met pas trop ibide. Par curiosité, comment on trouve tes articles? Alors, pour l'instant, on peut encore aller sur PubMed. Pardon? PubMed, qui est un site du gouvernement américain qui parle des articles états-uniens. Sinon, Google Scholar. Tant qu'il existe, c'est ça? Tant qu'il existe, parce qu'il y a un monde où ils veulent le supprimer. Enfin, ils veulent le supprimer. Il y a eu des idées que potentiellement il allait être supprimé. Ok. Google Scholar marche très bien. Cherchez Adrien Le Guillou sur Google Scholar, vous verrez plein d'articles dont j'ai participé. Détaché. Le Guillou en détaché. Voilà, c'est pas forcément passionnant. LE comme le. Plus loin, GUI, 2LOU. D'accord. Voilà. Ben, on ira voir. Hein. Si vous voulez. On sait jamais, peut-être qu'on va se trouver une vocation de statisticien. Exactement, ou sinon sur GitHub. Voilà. Pour ceux qui veulent voir du code. Ah oui, parce que tu fais du code dans tout ça avec ton ordinateur, sur ton ordinateur. Avec mon ordinateur et nos modèles de population sont open source. Pour ne pas faire de camembert. Pour ne pas faire de camembert, exactement. C'était ça l'objectif depuis le début. Eh bien, merci. Je pense que toute notre audience est très heureuse d'avoir rencontré un médecin intolérant au lactose. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité, de représenter notre communauté de médecins statisticologues. Statisticologues. Épidémiologistes. Santé publique. Voilà. J'ai l'impression de dire tous les mots-clés. Ouais. C'est un peu ça. Nous existons, on est très gentils. Non, ça dépend. Allez, merci. Au revoir. Bonne journée.